Notre œil sur les médias, c'est Karim Yayaoui. Bonjour, bienvenue Karim. Merci, bonsoir. On va commencer avec l'étrange mort d'une infirmière en Angleterre. C'est pas très drôle. C'est pas très drôle, c'est Lucinda Saldana. C'est l'infirmière qui s'est fait piéger il y a quelques jours par un canular organisé par une radio australienne qui s'était fait passer pour des proches de Kate Middleton pour essayer d'avoir quelques informations alors qu'elle était hospitalisée. Alors ça suscite beaucoup de questions cette mort parce qu'elle intervient très rapidement après ce canular. Et évidemment, beaucoup se demandent s'il n'y a pas un lien entre les deux événements. Les médias britanniques restent toutefois plutôt prudents avec des titres assez factuels comme le London Evening Standard ou encore le Daily Mirror qui fait un titre à rallonge en expliquant que cette infirmière de Kate Middleton a été retrouvée morte avec des suspicions de suicide après ce fameux canular. Donc on reste plutôt prudent. Prudence aussi sur le site du Huffington Post qui propose un titre du même acabit. Sur les réseaux sociaux, en revanche, les gens sont un petit peu moins prudents. Alors sur les réseaux sociaux, on se laisse aller déjà à toutes les conclusions, à toutes les analyses et à toutes les suppositions. Gurdain Singh, sur son compte Twitter, lui, fait un lien direct entre un suicide, qui n'est toujours pas avéré, et ce fameux canular qui a fait couler beaucoup d'encre du côté de la Grande-Bretagne. Je vous montre cet autre compte Twitter, celui de Disty Chick, qui écrit « Jacinta Saldana est aussi la mère de 2 enfants. Honte à ses animateurs de radio. Ce n'est pas si drôle finalement, ça fait mal au cœur. » Et puis ce tweet de Johan « Immaturité et ragot, ça peut tuer. » Mais il y en a tout de même qui sont un petit peu plus mesurés dans cette histoire. Case Cotney sur son compte Twitter qui explique « Je ne blâme pas les auteurs du canular, mais je blâme une monarchie archaïque et le cirque médiatique qui l'accompagne. » On va en France pour une première féministe, un homme qui prend le nom de sa femme, c'est beau ? Porter le nom de sa femme, c'est possible. En France, Philippe S., on ne donnera pas son nom puisque la radio qui raconte cette histoire, RTL, ne l'a pas donné, eh bien, a dû vivre un parcours administratif semé d'embûches pour réussir à changer de nom. En fait, il était d'origine turque et il voulait adopter le nom de sa femme parce qu'il trouvait le sien beaucoup trop discriminant. Alors il a contacté plusieurs mairies, toutes ont refusé, elles ont essayé sur leur petit logiciel dans leur bureau d'essayer de lui donner le nom de sa femme et à chaque fois c'était impossible, rien n'était prévu pour. Et pourtant, la loi le permet. La loi est très claire, elle le permet. Chaque époux acquiert par le mariage un droit d'usage du nom de son conjoint en l'ajoutant ou en le substituant au sien. Donc un homme a droit de prendre le nom de sa femme. Philippe a donc récupéré ce nom pour des raisons clairement pratiques. Il le raconte. Il explique que ses candidatures ne sont plus rejetées systématiquement. Il dit aussi que c'est un progrès pour lui, mais sans doute que le vrai progrès, ce sera lorsqu'on ne sera pas discriminé à cause de son nom. En tout cas, nos téléspectateurs sont prévenus. Des discriminations qui frappent aussi les femmes du monde arabe de plein fouet. Alors, il y a un dossier très intéressant sur le site Slate Afrique intitulé « Femmes arabes ne me libèrent pas, je m'en charge ». Un dossier de Nadira Bouaza qui explique qu'on assiste peut-être à une renaissance du féminisme arabe avec cette posture « Ne me libérez pas, je m'en occupe moi-même ». Une posture qui s'exprime sur le terrain, mais aussi sur Internet avec de nombreuses campagnes. Je vais vous montrer par exemple cette page Facebook qui appelle presque à un soulèvement des femmes dans le monde arabe. Alors dans le monde arabe, on n'a pas forcément attendu les révolutions arabes parce que c'est à ça qu'elle le lit, cette journaliste. Il y a toujours eu des mouvements féministes, mais elle explique que tout de même, depuis ces révolutions arabes, on s'aperçoit que ce mouvement a pris de l'ampleur et qu'il dépasse les groupes de femmes plutôt privilégiées qui s'impliquaient dans la défense des droits des femmes. Maintenant, ça touche beaucoup plus de femmes. Mais le problème, c'est que ça intervient, cette renaissance en quelque sorte du féminisme dans le monde arabe, au moment où en Tunisie et en Égypte, c'est des islamistes qui arrivent au pouvoir. Tout à fait autre chose à présent, on évoque la fin de la cavale de John McAfee. Alors on en a beaucoup parlé de John McAfee, beaucoup sur Internet et sur les réseaux sociaux. Il est connu pour être le père de la société McAfee qui fabrique depuis des années des antivirus. Alors tout avait commencé avec la mort de son voisin du côté de Belize, d'une balle dans la tête. Mais il n'était pas encore sur la liste des suspects qu'il décidait de prendre la poudre d'escampette. Alors sur son propre blog,
le voilà, John McAfee, il va raconter ses cachettes, sa rocambolesque cavale, ses déguisements, un roman, un livre, on pourrait en tirer aussi un film. Et durant sa cavale, il va même donner des interviews à plusieurs journalistes. Et certains expliquent que c'est à cause de ces interviews, et notamment de cette photo qu'on découvre ensemble, qui a été prise pour le magazine Vice, qu'il va être retrouvé parce qu'elle comporte des informations qui n'ont pas été effacées, des informations qui vont permettre de le retrouver grâce aux données GPS qui sont sur cette photo. Il est désormais entre les mains des autorités du Guatemala. Mais regardez, je vous montre son blog. Il continue de bloguer depuis sa cellule. Et si on a le temps, on finit avec... On n'a pas le temps. Bon, bah tant pis. On finit l'œil sur les médias. Merci beaucoup, Karim Yayaoui. Tout de suite, d'autres informations sur France 24.